Voici nos invités. Alors, Jean-Michel Gian, ici présent, Françoise Gaille. Ensuite, nous avons Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier et monsieur Biodiversité de la métropole. Jean-François Carenco, monsieur Énergie. On va mieux présenter les gens un peu plus. Et évidemment, Catherine Chabot aussi qui nous rejoint. Voilà. Donc, je voudrais tout d'abord présenter les excuses de M. Borloo qui devait être ici, ainsi que M. Falco. Mais M. Borloo a un voyage inopiné qui s'est produit. Enfin bref, il s'est donc excusé il y a quelques jours. Et M. Falco a donc confié cette délicate mission à M. Gilles Vincent, que certains d'entre vous doivent connaître, en tout cas qui représente tout le travail de la métropole autour de l'environnement. Donc c'est merveilleux de pouvoir avoir ces invités. Jean-Michel, Jean-Michel Gian, qui est évidemment à la fois journaliste, écrivain, qui a documentariste, bref, et qui nous fait l'amitié de modérer ce débat en votre compagnie. Françoise Gaille, qui est une docteure je vais laisser Jean-Michel présenter ses invités, ça sera mieux. Mais disons que nous, on est très, très heureux de vous recevoir, très heureux d'écouter ce que vous avez à dire. Et le débat qui est aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de comprendre les relations parfois amicales, parfois douloureuses, entre la politique et l'écologie, disons les ambitions, les savoirs des spécialistes ou des scientifiques, et ensuite ce que deviennent ces savoirs, que deviennent ces utopies parfois, ou ces ambitions dans le monde politique. Donc c'est très intéressant de comprendre, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, mais en essayant de comprendre comment ces rouages pourraient s'améliorer s'ils sont améliorables, et je pense qu'ils le sont sans doute un peu, mais ce plateau va nous permettre de bien comprendre, puisqu'il y a ici des gens qui sont à la fois très spécialistes et qui connaissent bien les problèmes écologiques, et en particulier, puisque c'est Passion Bleue, de la mer, mais aussi qui fréquentent de façon très assidue le monde politique, et donc qui ont souvent, qui se battent dans ces zones-là. Donc je vous remercie d'être ici. Je vais vous laisser en très bonne compagnie. Merci infiniment encore une fois d'être là. On est très honorés, et c'est une façon de terminer ce dimanche avec ce débat de Passion Bleue. Merci à tous et bon après-midi. Merci à toi, Charles. Merci surtout de l'effort que tu as fait pour mettre en place tout ce grand projet qui est assez rare dans les scènes nationales françaises, je tiens à le signaler, de pouvoir rassembler des gens très différents autour d'un sujet qui nous préoccupe ensemble, avec au fond un point de départ artistique, ce qui est quand même pas forcément évident. Et tu y arrives, la preuve c'est que les gens sont au rendez-vous. Voilà, donc ici on est aussi là pour parler de politique. Alors évidemment, quand on sort le mot politique, on a toujours une espèce de petit frisson, une espèce d'angoisse en se disant allez, on va retourner dans les débats un peu compliqués que l'on vit en ce moment. Oui, mais il faut parler politique, c'est-à-dire que la mer, c'est un objet politique, c'est un terrain politique. Et je pense qu'il faut affronter ces questions de manière assez brutale parfois. Mais là, on a des arguments scientifiques, on a des arguments militants, on a des arguments techniques. Et puis, il y a des expériences autour de cette table. Il y a des responsabilités de ces personnalités que Charles a évoquées, que je vais reciter à chaque fois quand je passerai la parole. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la mer, puisqu'on parle de la mer, c'est le regard politique sur la mer, c'est relativement nouveau à l'échelle de l'histoire contemporaine. Le premier ministère de la mer, c'est en 1980, c'était un certain Louis Le Pinsec, un breton, qui avait pris ça en charge, à ne pas confondre avec les ministères maritimes qui ont existé bien avant, ça n'a rien à voir. On a changé de paradigme dans les années 80, en se préoccupant peut-être des questions liées aux ressources d'ailleurs de la mer, je parle de la pêche,
et aussi du tourisme. Mais la mer est devenue très rapidement un objet politique et écologique. Mais la mer, c'est bien plus que ça. C'est évidemment 11 millions, on en a déjà parlé, de surface. Et la France est le deuxième, je crois, la deuxième nation du monde à occuper un tel territoire grâce à l'outre-mer. Mais en réalité, c'est une vaste superficie qui englobe, ici même, on va parler d'écologie, mais quand même en Méditerranée, c'est très difficile de parler de la mer sans parler aussi de ce que la mer est en train de supporter dans les flux migratoires. On oublie que c'est des drames humains qui se déroulent aussi sur cette mer qu'on chérit tant, mais c'est aussi une mer qui est la première à occuper le terrain de la pollution du plastique et qui fait quand même des gros dégâts sur le territoire. Et puis la mer, c'est quelque chose qui fut et qui est encore romantique, poétique. Mais maintenant, la mer, elle devient un terrain politique. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, l'aborder de manière, Morin serait très content s'il était là cet après-midi, de manière transdisciplinaire. Mais ce n'est pas un mot en l'air. Il faut parler de la mer sur tous ses aspects, hein, aussi bien physique, technique, encore une fois, maritime. Voilà. Donc on est là pour parler de ça, en essayant peut-être, à la différence de ce que Catherine Chabot a fait hier sur l'aspect très intéressant du bien commun, on va en parler. Mais là, essayons de parler politique. Voilà, essayons, on a la possibilité de le faire, d'avoir le courage de dire ce qu'on pense et de voir si la grande déclaration du président de la République en 2019, qui était de dire le 21e siècle sera un siècle marin, je crois que c'est un peu l'expression qu'il a employée, et ben c'est une réalité. Et qu'est-ce qu'on met là-dessous, surtout? Voilà. Alors, il se trouve qu'on a autour de cette table une députée MoDem, qui a une expérience d'abord de la mer avant d'avoir une expérience politique. Et entre les deux, ce qui est intéressant chez Catherine Chabot, vous avez vu de qui je veux parler, c'est qu'elle a une expérience aussi qu'elle accompagne avec Françoise à ma gauche, c'est celle de la société civile. Vous êtes des militants aussi de l'action avant d'être, en ce qui te concerne Catherine, député européen depuis les dernières élections. Voilà. Et donc, la première question que j'ai envie de poser, pour essayer de tirer le débat vers le haut, c'est de savoir en quoi l'Europe est la mieux placée pour prendre en compte toutes les préoccupations qui semblent des sources d'angoisse existentielle pour beaucoup de citoyens, c'est-à-dire l'élévation du niveau de la mer, les déchets maritimes, bref, tout ce qui nous inquiète. Est-ce que l'Europe est le bon échelon pour régler ce genre de questions? Merci Jean-Michel, bonjour à tous et vraiment merci d'avoir réuni ce plateau. Et c'est vrai, pour conclure ce moment de Passion Bleue. Alors pour répondre à ta question, je voudrais juste rapidement te dire et vous dire ce que moi j'ai appris de la mer. Et d'abord, quand on fait un tour du monde, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir l'accomplir 2 fois, il n'y a qu'un seul océan. Donc déjà, tous les êtres humains, y compris au niveau européen, on est tous unis par le même océan. Mes engagements, ce qui a fait que j'ai d'abord été engagée dans la société civile et aujourd'hui que j'ai pris ce mandat politique, viennent d'un sentiment profond, moi, que j'ai ressenti lors de ma première transat en solitaire, en voyant des déchets en mer. Et je ne me suis pas posé la question où sont les affreux pollueurs, mais comment en est-on arrivé là collectivement? Et donc ce sentiment de responsabilité individuelle et collective, c'est celui qui m'habite. Voilà. La mer m'a aussi appris une chose, c'est que quand on n'a pas le choix, quand on est tout seul à devoir face à des problématiques souvent techniques, hein, parce qu'on connaît quelques fortunes en mer, eh bien on trouve les solutions. Et je suis rentrée... Et puis aussi la mer m'a appris une chose, c'est qu'on doit composer avec. On ne lutte pas contre les éléments, on compose avec. Tout ça, c'est ce qui m'habite depuis 18 ans que j'ai arrêté la compétition et où j'ai eu pendant une bonne quinzaine d'années plutôt un engagement associatif dans la société civile. Et j'ai renoncé effectivement, pendant ces 15 ans, 18 ans, on m'a proposé 4 fois l'engagement européen que j'ai toujours refusé parce que je n'ai pas grandi. Je pense que souvent les gens qui entrent en politique, ils y vont parce qu'ils ont grandi dans des milieux où on pratiquait la politique, etc. Ce n'était pas mon milieu familial.
Et il y a un moment, moi j'ai eu la chance de participer au Grenelle de la mer avec Jean-Louis Carinco à l'époque et Françoise Gaille. Et puis j'ai eu différentes expériences depuis. J'ai été notamment déléguée ministérielle à la mer et au littoral dans le ministère de l'écologie. Et il y a un moment, c'est devenu évident pour moi que la solution, elle était à l'échelon européen. Elle est politique alors. Elle est politique, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on a besoin. La problématique de la mer, c'est que c'est un sujet, on dit la mer, mais en fait la mer, c'est un sujet de recherche, c'est de la connaissance, c'est de la préservation, donc c'est un sujet de biodiversité, c'est de l'énergie, c'est du transport, c'est de la pêche, c'est des loisirs, c'est de la culture, et qu'on a des administrations, que ce soit au niveau national, européen ou même international, on regarde toujours les sujets en silo. Donc la mer a toujours été compartimentée. Quand j'étais déléguée ministérielle, mon job était au sein du ministère de mettre du lien entre ces différentes directions qui s'occupaient des affaires maritimes, de l'énergie, de pêche, de biodiversité ou même de déchets, et qui ne se parlaient pas forcément. Et il nous manquait, ce qui manquait, c'était plusieurs choses. C'était un portage politique au quotidien, parce qu'on avait un ministre chargé de la mer, Jean-Louis Borloo, qui n'est pas avec nous ce matin, a été le ministre chargé de la mer. Mais il a plein d'autres sujets à traiter, le ministre chargé de la mer. Et surtout beaucoup de sujets terrestres. Et il a finalement peu de temps à consacrer à la mer. Et la mer demande, on en reviendra peut-être après pour pas que je sois trop longue, mais la mer demande vraiment une gouvernance très particulière. Et en plus, il y a un autre sujet, c'est que la mer, c'est aussi, comme je l'ai dit, elle est une. C'est comme ça que commence notre appel avec Françoise, on en reparlera, pour l'océan bien commun. Les sujets sont très globaux, ils sont à la fois très territoriaux, parce que les solutions sont très territoriales, mais globaux. Les sujets de pêche, alors c'est sûr, la pêche, c'est déjà une compétence européenne. Mais les sujets d'énergie, souvent, que ce soit les déchets, que ce soit les directives cadres pour ce qu'on appelle la stratégie milieu marin, les directives, les politiques nationales qui orientent nos décisions pour retrouver le bon état écologique de la mer, c'est au niveau européen qu'elles se prennent. Les orientations énergétiques, même si ce n'est pas une compétence européenne, c'est quand même, l'Europe donne le cap. Et puis, il faut chercher, moi, sur un sujet que je connais un peu mieux, qui est le maritime, les bateaux. Aujourd'hui, les armateurs français, je donne un exemple, considèrent encore que les armateurs européens c'est eux leurs concurrents, c'est pas que les concurrents asiatiques, etc. Mais on peut trouver au niveau européen, on peut trouver des sujets sur lesquels on construit ensemble. Et moi, je crois, par exemple, absolument que dans le cadre du plan de relance qu'on va vivre au niveau européen, au niveau national, on peut tout à fait faire émerger des navires verts et qu'il faut arrêter de dire que la concurrence est à l'intérieur de l'Europe, elle est plutôt à l'extérieur. Et pour conclure, juste un mot, c'est que moi, l'Europe, je l'ai découverte à la voile. J'ai découvert aussi bien que ce soit Venise, Malte, Barcelone, Lisbonne et mon sentiment, et même Helsinki ou Stockholm, Rotterdam, Londres, tout ça, je ne l'ai découvert qu'à la voile. Et donc mon sentiment européen, j'ai senti très tôt que la mer nous unissait. Et voilà, et moi qui suis mobilisée sur la mer et le littoral depuis des années, eh bien c'était logique que je monte finalement un jour au niveau européen. On reviendra sur tout ça, mais juste un point pour que nos éditeurs, j'allais dire les spectateurs, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la question et qui ont une assez mauvaise lisibilité de ce qui se passe vraiment au Parlement européen et à Bruxelles. Est-ce que tu as le sentiment que depuis 10 ans, les choses bougent dans le bon sens dans ces lieux de décision? Est-ce que vous parlez entre vous, les députés de 27 pays quand même, hein, le même langage quand vous parlez de la mer? Est-ce que vous parlez de la même chose? Alors ma réponse, ça va être oui et non, c'est-à-dire qu'à l'instant T, je peux dire oui, les choses ont beaucoup bougé. Elles ont bougé au niveau national grâce à Jean-Louis Borloo qui avait lancé le Grenelle de la mer. Et on va dire que cette prise de conscience collective des enjeux formidables liés à la mer, et Françoise nous en parlera sans doute, donc je ne vais pas détailler, a été pris au niveau européen. En 2007, il y a eu cette politique maritime intégrée, malgré tout, qui n'est toujours pas intégrée, c'est-à-dire qu'on regarde encore les choses en silo. Sur la dernière mandature, on a eu un commissaire européen, le commissaire Vella, un Maltais,
qui, en milieu de mandat, a compris qu'il y avait un véritable enjeu. Au niveau international, je pense que le travail qu'on avait fait avec Françoise, quand on a lancé la plateforme Océan et Climat, on avait réussi au moment de la COP 21 à faire entrer le mot océan dans l'accord de Paris. Donc extraordinaire. Françoise aussi nous en parlera sans doute. L'océan n'était pas dans le scope des négociations climatiques. Et ça a fait boule de neige. Le fait qu'on intègre l'océan, les gens ont fini par comprendre qu'il y avait un véritable sujet. Au niveau international, ça a pris, etc. Il y a les deux sujets qui ont mobilisé finalement sur l'océan, ça a été le climat et les plastiques. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a une prise de conscience, là, quand même, sur les plastiques. Il y a une prise de conscience autour des déchets. Et donc, tout ça médiatisé, alors peut-être qu'on y reviendra, parce que ça a été médiatisé notamment parce qu'il y a un jeune néerlandais qui a commencé à vouloir faire un aspirateur à plastique, etc. Le truc un peu aberrant, mais ça a mis le focus dessus. Et du coup, ça a conduit jusqu'à cette directive cadre sur la single-use plastique, c'est-à-dire la fin du sac plastique à usage unique et la fin qui va bientôt rentrer en application d'un certain nombre d'objets à usage unique en plastique. Donc tout ça, ça a pris. Mais malgré tout, c'est pas du tout à la vitesse des enjeux. Moi, je passe mon temps... La loi climat, on vient de voter la loi climat. Le texte que la Commission nous a déposé sur la table au Parlement européen n'avait pas le mot océan. C'est juste aberrant quand on sait que l'océan, c'est la moitié de l'oxygène qu'on respire et qui capte nos émissions de CO2. Voilà. C'est totalement absurde. Nos amis roumains, nos amis allemands s'y comprennent pour certains qu'ils ont un lien avec la mer. Mais il y en a plein qui n'ont pas cette conscience qu'ils ont un lien avec la mer. L'Europe, c'est le premier espace maritime au monde. Et l'Europe ignore, comme la France a longtemps ignoré, ignore encore qu'elle est aussi ultramarine. C'est le deuxième espace maritime avec 11 millions de kilomètres carrés. L'Europe, depuis qu'on a perdu les Anglais, c'est 19 millions de kilomètres carrés d'océan, alors que c'est 4 millions et demi de terre. Donc, et au regard des enjeux de développement et de préservation de connaissances, enfin tous les enjeux liés à la mer, et ça, je veux bien qu'on en reparle, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est un sujet majeur, c'est même un sujet géostratégique. Quand l'Europe, moi, pendant la campagne des européennes, mon slogan c'était « L'Europe renaîtra aussi de l'océan ». L'Europe doit retrouver sa place entre la Chine et les États-Unis, doit répondre ne serait-ce qu'aux nouvelles routes de la soie de la Chine. Mais elle n'a pas de stratégie là-dessus. Elle n'a pas de stratégie. Donc moi je dis, j'essaie de pousser la Commission européenne à avoir une vraie stratégie autour de la mer. On va revenir sur ce sujet-là. Jean-François Carenco, qui derrière son masque, qui peut enlever son masque, voilà, d'accord, a une expérience, j'allais dire, polydisciplinaire aussi sur le sujet. Jean-François Carenco est préfet. Il est effectivement président de la commission de la régulation de l'énergie pour le compte de l'État français. Mais il a été aussi préfet dans des territoires d'outre-mer. Il connaît la mer, il connaît ce sujet aussi parce que, comme tu l'as rappelé Catherine, il s'occupait du Grenelle de la mer avec Jean-Louis Borloo. Juste pour présenter donc notre ami Jean-François Carenco, et qui a donc peut-être sur le territoire de la mer un avis bien tranché sur la question de l'énergie maritime, mais pas simplement technique. On voit bien que ce qui bouge aujourd'hui, ce qui fait changer peut-être le regard des Français ou des peuples en général sur la mer, c'est le réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer. Est-ce que tout ça, Jean-François, change les politiques énergétiques liées à la mer? Je parle de l'éolien offshore ou bien d'autres ressources qui sont celles que l'on connaît de maritime. Voilà. Est-ce qu'on est dans une stratégie d'évolution ou de révolution de l'énergie maritime générale sur le territoire français? Merci Jean-Michel, bonjour. Appuyer Catherine Chabot, l'énergie est européenne, plus encore. Et c'est européen de par la volonté de nos gouvernants et de nos parlements. L'Europe, ce n'est pas quelque chose qui se saisit comme ça. C'est qu'il y a des directives, il y a des traités, il y a des arrêtés qui sont discutés. À l'évidence, l'énergie est un sujet européen, et l'énergie de la mer aussi, avec cette particularité de la zone économique exclusive de la France et de ses possessions, de ses territoires, je préfère dire,
sur l'ensemble de la planète. Donc c'est européen et c'est très bien. Je suis de ceux qui, dès que j'ai la parole, disent c'est bien que l'énergie soit européenne. D'abord parce que l'Europe, ce port militaire, c'est quand même 75 ans de paix sur le territoire des 27 pays. C'est jamais arrivé depuis le début de l'humanité. C'est quand même un truc assez impensable. Deuxièmement, l'énergie, l'Europe, c'est le foisonnement, c'est-à-dire que quand il fait du vent du côté d'Hambourg et qu'il ne fait pas soleil du côté de Port-la-Nouvelle, on prend de l'énergie éolienne d'Hambourg. Hein, donc c'est ce qu'on appelle le foisonnement qui est essentiel à l'utilisation des ENR. C'est la raison d'être des ENR. C'est la sécurité énergétique, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher, là quand on n'en a pas, ben on le prend ailleurs, du gaz ou du Et à l'intérieur de ça, oui, les ZNI, je voudrais dire à nos amis qui sont là, il y a un sujet très fort qu'il nous faut défendre, que l'Europe ne comprend pas toujours, mais je pense que c'est les gouvernants, les parlementaires européens, la CRE s'y donne. C'est le système de péréquation européen. Quand vous êtes à Wallis, le coût de production de l'énergie est à 800 € le mégawattheure. Quand vous êtes à Donge ou à Golfech, il est à 42 en France. Quand vous êtes à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est à 600. Et quand vous êtes à Maripasoula, il est à 1200. Et les citoyens français payent la même chose partout. C'est d'abord ça, les zones non interconnectées, c'est cette présence française là-dessus. Le deuxième sujet de nos zones interconnectées, c'est que c'est des lieux non interconnectés où s'invente demain. C'est des lieux où, en matière énergétique, s'invente demain. Alors ça s'invente sur les smart grids, comme on dit en occitan, là, en provençal, mais ça s'invente sur les sources d'énergie. Hein. Sur les sources d'énergie, on va y venir. Les énergies de la mer, en France, s'inventent outre-mer. Largement. Outre-mer ou dans les ZNI. Hein, c'est-à-dire que Ouessant, c'est l'outre-mer et la Corse, c'est l'outre-mer. C'est pas dans le territoire métropolitain. Et donc, c'est très important, ces outre-mer, parce que c'est là que s'invente demain. On a souvent eu l'impression, précédemment, dans les années qui suivaient, que c'était juste un vase d'expansion pour aller mettre nos usines fossiles et nos choses comme ça. La situation est complètement renversée. C'est là-bas que s'invente le demain énergétique. Et dans ce demain énergétique, il y a tout ce qui est l'énergie marine. Alors, on va en reparler, je ne vais pas être trop long, mais juste pour dire, l'énergie marine, c'est certainement l'avenir, parce qu'il est englobant, parce qu'il est multiple, mais faisons attention à ne pas dire des bêtises parce qu'on est pressé. Hein. La première des choses à dire, c'est que l'éolien flottant en Méditerranée, il est à 250 € le mégawattheure aujourd'hui, et qu'à Golfech, ça sort à 42, hein, le nucléaire. Ouais. Donc, ça va venir, mais tout ça est une question de temps. Nous avons le temps. Il nous faut baisser le nucléaire, remplacer par du renouvelable, dont le marine. Juste un point. Donc n'allons pas trop vite. Oui, n'allons pas trop vite, mais pour qu'on comprenne un peu, quel est le poids de l'énergie marine dans l'énergie en général en France? Ça pèse combien? Rien. D'accord, donc il y a du taf. 2-3%, et encore, elle est optimiste. Mais est-ce que ça reste quand même un choix de faire progresser ce pourcentage pour compenser les énergies nucléaires et ainsi de suite? C'est un choix d'inventer l'avenir. C'est un choix d'inventer l'avenir. On a 72% de nucléaire, il faut qu'il baisse pour des tas de raisons pour y revenir. Et dans un premier temps, il sera remplacé par de l'éolien à terre et de l'éolien en Manche, mer du Nord, on va dire comme ça, et du PV, et du photovoltaïque. Et après-demain, il sera remplacé, j'espère, par la fission nucléaire ITER. Mais entre demain et après-demain, là, on peut, et me semble-t-il, on doit avoir une croissance très forte des énergies marines parce qu'elles sont inépuisables, elles sont vraiment non polluantes, et elles sont l'avenir de nos territoires d'outre-mer. Alors, question que tout le monde se pose, pourquoi ça ne va pas plus vite? Justement, je fais exprès de poser la question, pourquoi ça ne va pas plus vite? D'abord, ça ne va pas plus vite parce que ce n'est pas très techniquement au point. C'est des systèmes techniques nouveaux. Hein, c'est nouveau. Voilà. On ne sait pas encore bien faire du gaz vert avec des algues. Hein, il faut apprendre, c'est pas tout à fait au point. Tout n'est pas tout à fait au point. L'éolien posé, flottant, ce n'est pas encore au point par rapport à l'éolien posé. Les systèmes d'échange thermique ne sont pas non plus
encore tout à fait au point. Donc, premier sujet, c'est pas le houlomoteur, l'énergie de la houle, c'est pas encore tout à fait au point. Je voyais le type de Naval Group l'autre fois, il me dit, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes d'accord, on va faire ça. Je lui dis combien? Il me dit, dans 10 ans, on sera à 150 € le mégawattheure. Je dis, circuler, il n'y a rien à voir pour l'instant. Donc à la fois, on n'est pas tout à fait au point, mais on cherche. Et madame, c'est mieux que moi qu'on cherche. Et on trouve, et on cherche, et on trouve. Mais ne gâchons pas l'avenir en allant trop vite. Et puis on ne va pas aussi vite, parce que, à la limite, méchamment, je dirais qu'à court terme, on n'en a pas un vrai besoin. On en a besoin pour construire l'avenir. Et c'est fondamental de construire l'avenir. Si on pouvait le prendre dans le bon sens, pour une fois, dans le bon sens, c'est ce que je plaide. À court terme, on sait qu'il faut fermer le nucléaire. Pour l'instant, ça n'émet pas de CO2. Et donc, faisons baisser le nucléaire le plus rapidement possible. Mais le plus rapidement possible, c'est à la vitesse à laquelle on sait faire des énergies renouvelables, et notamment des énergies marines. Avec, je suppose, un consensus, j'allais dire, de la population, quand il faut installer à Saint-Nazaire ou ailleurs. Pas du tout. Non, on fait sans. Mais c'est des procédures judiciaires. Procédures. On a un problème de co-usage de la mer. C'est un terme que j'aime bien. On a un problème de co-usage de la mer. Quand vous mettez des éoliennes en mer, dans la Manche ou la mer du Nord, les anciens combattants disent que c'est pas bien, que nos ancêtres qui ont débarqué n'auraient pas aimé, disent que les pêcheurs disent, mais on a des problèmes de co-usage. On a des problèmes de raccordement, de câbles, etc. Donc il y a une process qui est en place, qui est là. Il nous faut planifier le développement des énergies marines. La planification en la matière, parce qu'il y a des conflits d'usage. Face aux conflits d'usage, il faut planifier. Le terme n'est pas encore tout à fait à la mode. On revient à une histoire qu'il faut faire. Est-ce que c'est être constructif que de ne pas vouloir une éolienne en mer parce qu'on la voit de la terre? Je ne suis pas sûr. Mais ce débat, il faut l'avoir. Est-ce que c'est être constructif que de dire finalement je préfère les algues vertes plutôt que de les faire brûler pour faire de l'électricité? Parce que ça ne fait pas l'usine à côté de chez moi. Donc l'idée, c'est que tout ça est à construire. Il y a urgence à le construire. Et comme il y a urgence à le construire, moi, mon plaidoyer, c'est faisons-le bien ensemble. Sinon, on va se planter. Et il y a des tas de techniques différentes. Mais je pourrais prendre mon papier et les raconter, mais d'autres le font mieux que moi. Non. On avait quand même en France expérimenté les usines marémotrices. Oui, mais les usines marémotrices, les gens n'en veulent plus. Alors pourquoi ils n'en veulent plus? Parce que ça comble le lit de la rivière. Et donc ça, il paraît que c'est pas bien. Donc les bastions de résistance à l'évolution technique, elles sont partout. Partout. Elles se nichent. Ils sont partout. Ils ont tort ou raison. C'est pas, je ne prends pas position s'ils ont tort ou raison. Je prends position pour dire mettons les sujets sur la table. Et ayons une autorité qui décide. Le sujet, c'est de mettre les sujets sur la table et derrière de décider. Et de savoir que concerter, de savoir qu'écouter, ce n'est pas nécessairement d'imposer son point de vue. On peut perdre après une concertation. La nomination récente d'une ministre de la mer, puisqu'on avait perdu cette fonction, est-ce que ça change la donne? Est-ce que c'est tout simplement une conjoncture voilà. Est-ce que, par exemple, ça aide justement à faire en sorte que ça bouge en bon sens? Ça va nous aider dans les négociations des droits de pêche avec les Anglais, ça c'est sûr. C'est un petit caillou de plus, c'est un petit poids de plus. C'est pas... Oui, si ça doit durer juste 2 ans, ça ne sert à rien. Si on reprend cette pratique d'avoir un ministre de la mer et plutôt un poids lourd, à ce moment-là, ça servira. J'imagine mal quand même continuer sur cette... Parce que ça demande beaucoup d'investissement. On y reparlera, Catherine. Mais sans volonté politique derrière, il faut quand même qu'il y ait évidemment un ministre, mais probablement une conscience politique nationale pour bouger les lignes quand même là-dessus et aller vite. Non, il faut aussi que les Français, globalement, aient conscience, avant que le politique s'exprime, il faut qu'il y ait un état de la société, un état de conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes, qui fait qu'on accepte de bouger un peu son esprit, qu'on accepte d'avoir une éolienne en bas de chez soi. On n'en est pas là. On n'en est pas là, quand même. On n'en est pas là. Alors, tu dis, il faut un poids politique.
Après, le politique, c'est la démocratie représentative. La question, il me tend la perche pour que je le dise, c'est est-ce que la démocratie telle que nous la vivons peut inventer l'avenir en cas de crise urgente telle que nous la ressentons? C'est un vrai sujet. La réponse est non. Mais la réponse, c'est qu'on n'arrive toujours pas à fermer Cordemais, parce que quand on veut fermer notre dernière centrale au charbon, tout le monde se lève en disant c'est scandaleux, machin, etc. Voilà. Avec ça, c'est compliqué de gouverner. C'est devenu compliqué de gouverner. Et donc, l'effet médiatique des choses est concomitant à la crise écologique. C'est ce qui fait, j'allais dire, son intérêt. Hein. Une crise écologique dans les années 60, peut-être qu'on l'aurait réglée plus vite. Peut-être. Gilles Vincent, là, je sais pas. Vous êtes maire de Saint-Mandrier, ici dans le Var. J'y pense maintenant, mais vous avez eu ici dans le Var un ancien ministre de l'Environnement qui s'appelle Alain Bombard. Oh, c'est vieux, oui. Qui a été 2 mois ministre de la mer. C'était en 81, juste entre l'élection du président de la République et les législatives. Vous vous rappelez? Tout à fait. Alain Bombard, secrétaire d'État à la mer. Hein. Mais il est quand même d'ici. Enfin, Bandol, il est mort ici. Voilà. On ne s'en souvient pas, vous vous en souvenez peut-être, mais c'était un personnage assez éloquent et que Catherine, en tout cas, dont Catherine a suivi les traces, probablement pas à la rame, mais autrement. En ce qui concerne la ville dont vous êtes maire depuis 25 ans, donc c'est quand même un quart de siècle de regard sur la Méditerranée. Et vous avez une compétence légitime pour parler d'environnement, c'est que vous êtes vous-même ingénieur dans ce secteur. Et vous avez vu la Méditerranée changer. Et on aimerait vous entendre parler de cette Méditerranée qui nous concerne. Et quand je vous ai posé pendant le repas la question de la priorité, qu'est-ce qui vous angoisse le plus dans votre mandat de maire et de responsable manifestement très motivé pour faire bouger les lignes et les choses, vous dites c'est le plastique. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne se passe pas pour que ça bouge plus vite? C'est clair, on est un certain nombre à considérer que la mer Méditerranée est un véritable bijou. D'ailleurs, on l'a défini en disant que c'est une perle bleue enchâssée de monde calcaire. Parce que quand vous regardez, quand vous avez fait le tour en bateau, vous avez dû constater que principalement, ce sont des mondes calcaires qui entourent la Méditerranée. La Méditerranée, elle est malade. Elle est malade parce qu'aujourd'hui, elle est excessivement polluée par les plastiques. On dit qu'elle est 4 fois plus polluée que le 7e continent de plastique. Donc, c'est dire, quand vous vous promenez sur les plages, vous voyez tout un tas de morceaux de plastique. En gros, on pense qu'il y a à peu près 10 millions de tonnes de plastique qui sont rejetés dans la mer Méditerranée. 20%, ça vient des activités de la pêche, et 80%, c'est dû à la pollution tellurique, c'est-à-dire tout ce qu'on jette dans des rivières, tout ce qui arrive dans les rivières, à travers nos réseaux pluviaux en particulier, et qui, lorsqu'il y a un événement pluvieux, arrive en mer. Donc, une mer très polluée par les plastiques. On appelle ça les soupes plastiques, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Bon, on en retrouve aujourd'hui dans les estomacs des poissons, alors que ce soit des microplastiques ou des morceaux carrément de plastique ou des sacs en plastique, on en retrouve dans les estomacs des poissons. On constate aussi une extension progressive de certaines espèces. Moi, je me souviens, étant gamin, avoir vu des phoques, le phoque moine. Ça fait bien 30 ans que j'ai plus vu de phoque moine en Méditerranée. Il y a des espèces donc qui disparaissent. Et je viens d'apprendre au scandale que le gobe, que tous les gamins allaient pêcher dans les ports, le gobe de Provence, il est en train de disparaître. Il faut absolument faire quelque chose. Trafic maritime important. On sait aujourd'hui que sur notre Méditerranée, c'est 25% du trafic maritime mondial. Donc on parlait des cétacés, on retrouve fréquemment des cétacés qui sont morts parce qu'il y a eu une collision avec un des bateaux qui sont blessés. On constate une acidification importante de la Méditerranée. C'est dû aux rejets toxiques, mais aussi aux fumées des bateaux. Et donc il y a des urgences, il y a une surexploitation des stocks de poissons.
Alors, je m'excuse de ce que je vais dire. C'est qu'au niveau local, nous, on n'attend rien de l'Europe. On n'attend rien du gouvernement. On essaye de se débrouiller en disant qu'on n'a pas le temps d'attendre. Que certainement, il y aura des décisions qui vont arriver. Hein. Sur le plastique, c'est en cours. Ben, c'est très bien, mais on n'a plus le temps. Et donc, comme on n'a plus le temps, ben, on décide localement de faire des actions. Et c'est le cas chez nous, dans la métropole de Toulon, puisqu'il y a 18 ans est né le premier contrat de B de la rade de Toulon. Nous en sommes au 3e. Nous avons fait un 2e contrat pour les îles d'Or. Et bientôt, on va réunifier ces 2 contrats pour avoir un contrat métropolitain. Et on touche à tout. On travaille sur nos stations d'épuration, mais on veut aussi connaître les biocénoses que nous avons dans notre mer Méditerranée, les pollutions dans nos sédiments. On veut sauver la méthyliculture et la conchyliculture. On veut arrêter de rejeter par des pollutions telluriques. On veut sauver nos oursins. Bientôt, il n'y aura plus d'oursins en Méditerranée. J'ai du mal à croire que l'État vous aide pas. Non, je le dis haut et fort devant tout le monde. Dans ce contrat de B, nous avons la Marine nationale qui est à nos côtés. Alors on peut dire qu'elle représente l'État, oui. Mais la Marine nationale, aujourd'hui, est un des acteurs majeurs dans le contrat de B de la rade de Toulon. Mais eux, comme nous, comme les pêcheurs, comme les aquaculteurs, comme les plaisanciers, etc., autour de la table, on sait très bien que, en fait, toutes les actions qu'on porte, hein, je rappelle, le premier contrat de B, c'était 102 millions d'euros. Le 2e contrat, 80 millions d'euros. 3e contrat, 80 millions d'euros. Les sources de ces 80 millions, c'est local. C'est que local. Alors, agence de l'eau. C'est très bien. Comité de bassin. Pourquoi voulez-vous qu'on vous aide? Comité de vous bassin. Le faites. Parfait. Je suis un peu surpris, monsieur le maire, que quand vous faites quelque chose de bien, c'est super, vous ayez besoin de dire en plus, et je ne suis pas content parce que l'État ne m'aide pas. Ah bah, mais sinon, il n'y a pas besoin de maire, plus besoin de mairie. C'est bien ce que vous faites. Soyez fiers. Mais on est très fiers. Eh ben, mais n'ajoutez pas, parce que sinon, vous empêchez de construire l'avenir. Ah ben alors là, si on part sur le débat est engagé, c'est parfait. Écoutez, sincèrement, quand vous apprenez que le gouvernement, alors je ne fais pas de politique, hein, tout le monde le sait, ponctionne de 400 millions d'euros les agences de l'eau, on est d'accord, ben c'est 400 millions d'euros qui ne viendront pas nous aider pour sauver la Méditerranée. Et quand on sait que ces 400 millions d'euros vont dans le budget général, ben ça nous fait encore plus mal parce que du budget général, on ne voit rien venir. Et donc on se dit que de toute façon, on est contraint à agir localement. Et on n'est pas seul, puisque quand on parle des contrats de B, c'est tous ceux qui aujourd'hui sont sur la rade, donc tous ceux qui l'utilisent, sont autour de la table. Et tous vos collègues élus pensent la même chose que vous? On est beaucoup à penser ça. Mais on parle de la Méditerranée, mais je pourrais vous parler de la Bretagne et vous dire que j'ai des collègues bretons qui ont les mêmes problématiques que nous et qui se disent aussi que, ben, ma foi, ils vont se débrouiller tout seuls. D'ailleurs, il y a un contrat de B à Brest. Hein. On est tous dans la même situation. Et ce que dit Jean-François Carenco n'est pas complètement idiot. Non, c'est jamais idiot ce qu'il dit. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas un problème. Moi, la seule chose que je reviens sur l'essentiel. Qui sont vos ennemis dans l'affaire? C'est les citoyens qui sont pas assez dans la civilité, qui respectent pas l'environnement. C'est la bureaucratie qui vous ennuie. C'est quand vous voyez des tonnes de plastique débarquer, il est où l'ennemi? C'est très simplement les lobbies. Donc c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le profit. Alors, prenons un exemple qui est très simple et qui vient d'arriver. Le gouvernement a tenté de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique. Donc si je parle aux administrés aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ou contre la consigne? Tout le monde va dire oui, parce qu'on se souvient, dans des temps pas très lointains, qu'il y avait une consigne sur le verre. Mais on va nous imposer la consigne sur les bouteilles en plastique, et ça c'est uniquement pour redonner une belle image de la bouteille en plastique. Mais nous, on n'en veut pas.
Nous, ce qu'on veut, c'est que cette bouteille en plastique, elle soit plus en plastique. Ou tout au moins, si elle est en plastique, c'est qu'elle soit recyclable. Je prends souvent l'exemple de la bouteille de lait que vous achetez tous, qui est très belle, elle est blanche. Ben, cette bouteille, elle pèse 15% de moins que l'ancienne bouteille. Sauf que l'ancienne bouteille, elle était recyclable, et celle-là, elle ne l'est plus. C'est scandaleux, ce qui se passe. Et donc, on est là à dire, il faut arrêter. Le président de la République a dit plus de plastique non recyclable en 2023. C'est une bonne chose. Mais on va voir si ça va arriver. Moi, je suis très interrogatif, parce qu'il faut 5 ans pour changer la résine d'un produit. Et il faut de la R&D. La R&D, ça coûte. Hein. En général, pour changer une résine d'un objet, c'est 2 millions d'euros. De R&D. Donc tout ça, ça ne va pas se passer d'un coup de baguette magique. La France vient d'être condamnée par l'Europe à payer 8 centimes d'euros par kilo de plastique non recyclé. C'est 1,4 milliard pour la France. Alors je me suis dit, quand j'ai appris ça, j'ai dit, c'est bien, ils vont répercuter ça sur les producteurs de plastique non recyclable. Ben non, on va le prendre sur le budget général. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Aujourd'hui, vous avez des produits qui sont pénalisés d'un malus, mais le malus est tellement faible que les producteurs préfèrent payer le malus que de changer de la résine. Et donc, ma réponse, c'est pourquoi il n'y a rien qui se passe, ben, les lobbies agissent. Et les lobbies, il faut les citer, hein. C'est Coca, c'est Nestlé, voilà. Et le petit maire de Saint-Mandry ne peut pas grand-chose dans ce cas-là. Donc, alerte, alerte. Parce que la pollution de la Méditerranée par le plastique, c'est le sujet numéro 1. Numéro 1. Merci Gilles Vincent. On va revenir là-dessus, puisque c'est très tendu, on est à fleur de peau sur ces questions, évidemment, il faut en parler. Françoise Gaille, on va prendre un peu de hauteur, c'est pas qu'on n'en a pas pris, mais avec le CNRS et l'expérience que vous avez, Françoise, et surtout cette militance que vous partagez avec Catherine sur la plateforme climat, Océan et Climat, hein, c'est le nom de la plateforme. Cette idée de l'océan, un bien commun pour l'humanité. Est-ce que toute cette volonté de participer à la prise de conscience de l'océan, de la mer et tout ça, est-ce que vous avez le sentiment que ça pèse dans la décision politique aujourd'hui? Est-ce que la chercheuse que vous êtes, parce que vous connaissez bien le monde marin et surtout les fonds marins, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes proche des préoccupations scientifiques, que l'interface se fait facilement entre la recherche, les politiques, les pratiques littorales et puis surtout la décision politique? Oui, alors je pense que finalement les choses changent en ce moment. Au départ, quand moi j'ai commencé la recherche, l'important, c'était d'avoir les moyens d'aller en mer. Et puis, à un moment donné, ces moyens ont baissé. Et c'est pourquoi j'ai commencé à me demander, mais comment ça se fait que ces moyens baissent? Et finalement, c'est simplement par rapport à mon intérêt à ce moment-là de scientifique que je me suis intéressée aussi à la politique, en découvrant combien les choses étaient plus complexes que ce que je pensais. C'est-à-dire, je ne voyais que le résultat d'un grand ensemble qui était non seulement un tuyau d'or, mais complètement ébouriffé par l'ensemble de qui faisait quoi, quand et comment. Et ce qu'il y a, c'est que les scientifiques, de par leur métier, sont d'emblée internationaux. Ce sur quoi je travaillais au départ au Muséum national d'histoire naturelle, c'était des bestioles, ça s'appelle des acidies, alors c'est les violets ici. Mais il y avait, dans le monde, on était 5 à travailler là-dessus. Et heureusement qu'on voyait ça au niveau du monde, parce que sinon, j'avais personne à qui parler de ce sur quoi je travaillais. Donc ça donne d'emblée aussi une idée de... Nous sommes une communauté internationale. On n'en a pas beaucoup parlé. Il y a l'État, soit, mais il y a les États, et le monde est finalement pavé d'États. Et ce qui se passe pour l'océan, c'est que l'océan, ça n'est pas l'État.
Les États se sont emparés d'une partie de l'océan et, s'en emparant, ont fait les zones économiques exclusives, ce qui a augmenté le territoire national. Mais en dehors de ça, les 2/3 de l'océan n'appartiennent à personne. Aucun État ne le revendique. Donc c'est un ensemble qui est pour l'instant à tout le monde ou à personne. Ce qui est d'ailleurs l'occasion d'une négociation actuelle qu'on appelle BBNJ, qui est comment on va faire pour finalement essayer d'avoir une juridiction sur ces espaces. Et avec Catherine, c'est vrai qu'on avait, c'est curieux parce que en tant que parcours scientifique et elle navigatrice, on s'est retrouvés sur ce sentiment fort que l'océan, eh bien, c'était un vrai bien commun. Et notre idée, c'était de promouvoir l'océan partout. Partout, c'est-à-dire dans toutes les activités humaines. Pourquoi? Mais tout simplement pour faire comprendre, mais aussi parce qu'il y a cette conscience que demain, on aura, pour nos sociétés, besoin de l'océan. C'est évident pour le climat, j'en ai parlé hier, le fait que finalement, l'ensemble de la chaleur, c'est l'océan qui le stocke et qu'on peut rester tranquille en attendant. Mais jusqu'à quand est-ce que l'océan sera capable de stocker cette chaleur? On n'en sait rien. C'est aussi, par rapport à ça, le fait que demain, on aura aussi besoin de l'océan, non seulement pour nous nourrir, mais aussi pour des nouveaux matériaux, un certain nombre de médicaments, pour tout un ensemble de choses. Et puis, finalement, c'est le dernier espace naturel. Ça a l'air de rien comme ça, mais un espace naturel aujourd'hui, regardez autour de vous, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, c'est encore le nouvel espace naturel qui, pour l'instant, n'est pas artificialisé. Donc je pense qu'à cet égard, cette notion de bien commun, qui fait que chacun est responsable, chacun d'entre nous est responsable, mais aussi les institutions et aussi les États sont responsables. Vous avez dit dans une interview que j'ai lue la semaine dernière que l'océan est la solution pour le changement climatique. C'était retitré comme ça. Qu'est-ce qui vous fait penser que politiquement c'est possible ? Alors c'est vrai qu'il y a un peu une métaphore dans cette notion-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux aspects. Pour un certain nombre de pays qui sont des pays maritimes, on voit que l'élévation du niveau de la mer, ça va être un vrai problème dont il faut qu'on s'occupe. On a parlé de l'acidification des océans, mais il y a aussi l'anoxie des océans, c'est-à-dire les océans perdent de l'oxygène. Et si vous avez des zones anoxiques, toute la vie disparaît. Donc c'est des choses qui sont quand même préoccupantes. Et donc s'adapter à ces ensembles-là, je pense que les sociétés humaines, simplement en regardant simplement les questions qui se posent, peuvent essayer d'emblée, dans l'urgence, qui demain sera extrêmement importante, de réfléchir et de trouver des solutions. Et ce sont les territoires qui seront les premiers à être concernés et qui déjà, manifestement, monsieur, vous commencez à réagir et à... Donc je pense que ça c'est bien, mais c'est aussi l'État, parce que en fait l'océan c'est un peu comme l'État par rapport au territoire. C'est-à-dire la vitesse à laquelle les choses se font, la complexité des phénomènes qui font que la décision devient quelque chose qui doit s'appuyer, à mon avis, sur la connaissance, est quelque chose de très important. Et donc au niveau européen, comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, c'est un métaniveau qui permet aussi de voir les choses en grand et de réfléchir autrement. On change d'échelle. En même temps, il y a besoin de faire des reconnexions. On voit bien, en entendant Monsieur le maire, que l'État, ce n'est pas forcément son partenaire privilégié. Il décide de faire tout seul, pas tout seul, mais avec d'autres. Comment retisser les liens de haut en bas, c'est-à-dire des Nations Unies, puisque votre bien commun que vous revendiquez à juste titre, c'est aussi sous la coupe des Nations Unies. Absolument. Donc il y a des préoccupations très différentes selon les États, qu'ils soient démocratiques, autoritaires, populistes ou peu importe, et le citoyen qui, lui, parfois, est aussi assez ignorant des enjeux.
tout simplement parce qu'on n'enseigne pas forcément suffisamment les problématiques de la mer ou des océans dans les écoles. Il y a peut-être des soucis de cette nature. Bref, comment reconnecter de haut en bas, verticalement, comme dirait un certain président? Moi, je pense que l'éducation est absolument extrêmement importante pour ça. Et puis, c'est travailler autour de problèmes qu'on a à résoudre. Je pense qu'en ce moment, les discussions citoyennes qui se font à droite à gauche sont... La Convention citoyenne, par exemple? La Convention citoyenne. Pour vous, c'est efficace? Non, ce n'est pas efficace, mais c'est une expérimentation intéressante. Parce que la difficulté, c'est la complexité du problème. Aujourd'hui, même pour nous, scientifiques, il y a un certain nombre de choses qui sont techniquement compliquées à assimiler. Et donc, si vous avez des difficultés, le pauvre citoyen lambda, qu'est-ce qu'il dirait alors? Bien sûr, mais je pense que la méconnaissance est à la racine d'un certain nombre d'erreurs. D'incompréhension. Et simplement savoir qu'on ne sait pas, c'est aussi une position d'emblée qui permet d'essayer de comprendre. Admettre ça, déjà, c'est se poser la question, et de se poser la question ensemble. C'est-à-dire partager cette interrogation. Je pense que déjà, simplement, cette position-là est très, très importante. Catherine, c'est plus facile de rebondir sur ce que vient de dire Françoise, précisément parce que l'enjeu, il n'est pas local, il n'est pas non plus national, il est véritablement planétaire, ça il faut vraiment le prendre comme ça. Mais comme toi tu l'as dit et déclaré, l'Europe c'est un bon échelon. Mais au fond, en face des problèmes que vous soulevez là tous les quatre, c'est les prédateurs qui font peur. Qui sont les prédateurs aujourd'hui de la mer? Qui sont les prédateurs de notre bien-être, du littoral, qui vient, comme l'a dit Monsieur le maire, qui vient comme obstacle pour que les choses ne puissent pas en rester là. Comment un député européen, une députée européenne, peut, j'allais dire, tirer la sonnette d'alarme quand même? Écoute, je vais peut-être te surprendre, mais on est tous prédateurs. Il y a les petits, les grands prédateurs. Moi, je suis prédatrice. Quand j'essaie de revendiquer la responsabilité individuelle et collective, qui pour moi est très incarnée par cette idée de bien commun, c'est justement pour ne pas avoir, pardonnez-moi monsieur, mais c'est vrai que la collectivité territoriale, bien sûr, vous avez un rôle formidable, l'État a un rôle formidable, a une responsabilité, mais c'est en regardant les autres comme des prédateurs qu'on n'avance pas. Je pense qu'on a tous besoin de se mobiliser, parce que quand je vous dis que je suis prédatrice, moi, je ne revendique pas. Aujourd'hui, tous les jours, j'essaie de faire des efforts pour réduire mon impact sur l'environnement en général et la mer en particulier, parce que les émissions de gaz à effet de serre que je produis, ils ont un impact indirect sur l'océan. On est lié à l'océan par le cycle de l'eau. Les déchets que je trie mal, ils vont avoir un impact sur l'océan. Il n'y a pas que les affreux, il n'y a pas que Coca-Cola. Vous-même, vous produisez aussi Voilà, on est tous... Et la vraie problématique, et pour moi, qui sera un accélérateur de passage à l'action, et c'est vraiment, moi, ma position politiquement, là, pour le coup, pourquoi j'ai eu envie de m'engager de ce point de vue-là, c'est que j'en ai un peu assez qu'on se retourne vers tous les responsables. Nous sommes tous responsables, et chacun assume sa responsabilité. Et alors effectivement, ça paraît gigantesque, ça paraît démesuré d'aller se dire on va faire entrer le bien commun là, au niveau des Nations Unies. Mais on y croit parce qu'on a réussi avec la plateforme Océan et Climat et ça a eu son rôle. Et moi j'y crois parce que j'ai réussi à réaliser mon rêve d'aller faire un tour du monde. Et ça m'a donné la confiance que l'utopie, la bonne utopie qu'évoquait Edgar Morin hier soir, elle est possible. Donc moi je crois à cette bonne utopie et j'ai envie d'y aller et donc il faut que je me mette en mouvement. Mais je pense qu'avec tout ce que vous devez réaliser de formidable au niveau du contrat de baie, parce que je pense que les contrats de baie, c'est certainement des outils de gestion qui sont formidables. Mais ce n'est pas uniquement en pointant les affreux pollueurs qu'on y arrivera, c'est aussi en travaillant avec eux. Et il y a d'autres freins aussi. Alors pour répondre à la question, alors il y a des plus gros prédateurs, bien évidemment. Il y a une vraie problématique autour de la pêche. Et si on veut préserver, et moi je crois qu'il faut préserver les métiers de nos pêcheurs, de nos aquaculteurs,
qui sont très encadrées au niveau européen, contre la pêche illicite et non réglementée, contre la pêche de plaisance, qui n'est pas forcément bien encadrée, contre bien évidemment les pollutions, parce que les pêcheurs, ils sont eux-mêmes victimes des pollutions qui viennent de la terre. Le pêcheur, il a besoin pour que son poisson soit sain et pour trouver du poisson tout simplement, que l'océan soit en bonne santé. Les grands prédateurs, Françoise l'évoquait tout à l'heure, on risque d'avoir des grands prédateurs, mais moi je ne les appelle pas comme ça. Je crois au développement avec l'océan. Je crois que demain, il faudra certainement compter sur les ressources génétiques de l'océan que l'on commence déjà à trouver pour faire grandir et pour développer l'humanité. Mais la seule condition, et c'était tout l'enjeu du Grenelle de la mer, c'est tout l'enjeu de tous les sujets sur lesquels moi je travaille depuis un paquet d'années maintenant, c'est de dire, oui, notre avenir est avec l'océan, mais à quelles conditions ? Comment pousse-t-on le curseur de la durabilité ? Parce que, et dans les grands prédateurs, pour reprendre ton expression, on a un très gros enjeu en ce moment sur les ressources minérales. On sait que là où on a exploré les fonds marins, je crois Françoise qu'on n'a exploré que 5% des fonds marins, on a trouvé dans les grandes plaines abyssales notamment des nodules polymétalliques. Les métaux qu'on ne va plus trouver à terre, on envisage de les exploiter en mer. Et il y a déjà des compagnies qui commencent à explorer, mais même peut-être à exploiter. Comment va-t-on essayer de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites à terre dans l'exploitation de ces ressources-là ? Il y a tout ce que Françoise connaît formidablement bien, puisque ça a été ton travail pendant des années, toute la biodiversité, les ressources minérales ou biologiques qui sont autour des fosses, vous savez, des dorsales océaniques. Et tout ça, donc la grande question de la négociation sur la haute mer qu'évoquait Françoise, c'est quel cadre juridique mettons pour arriver à faire en sorte qu'on n'exploite pas, on ne détruise pas ces écosystèmes qui sont fragiles, qui permettent justement l'émergence d'une biodiversité assez dingue que Françoise pourrait évoquer. Et moi, je crois que le problème, c'est qu'on a tous le mot développement durable dans la bouche. Et tous les politiques, donc, mais personne ne met le curseur au même endroit. Et je pense que moi, une des solutions à laquelle je crois beaucoup, c'est le changement de paradigme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se dire non plus comment, dans ma baie ici, non seulement je réduis mes impacts, mais comment mes activités peuvent-elles contribuer à rendre l'océan, à régénérer l'océan, le rendre plus productif. Et moi, j'ai un très bon exemple sur les énergies marines. Puisqu'il y a un formidable chercheur à l'université de Montpellier qui a travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle les infrastructures à impact positif, maritime à impact positif. À terre, on appelle ça l'écologie industrielle. Je regarde mon champ d'éoliennes offshore comme un possible champ de récifs artificiels qui vont favoriser la régénération de l'océan. Je me permets juste aussi de rebondir sur quelque chose que Jean-François Carincoa a dit, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec... si on partage, à mon avis, beaucoup de choses tous les deux. Je crois qu'il y a un autre frein. Alors, le premier frein au changement, c'est de penser que les autres pollueurs sont ailleurs et que, voilà, chacun doit faire sa part du colibri, à mon sens. L'autre problème... Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant des années à essayer de faire émerger des navires du futur, des voiliers du futur. J'ai beaucoup travaillé avec des industriels pour accélérer la transition écologique du nautisme. Le problème, c'est de donner c'est cet argument, c'est ce critère du prix du kilowattheure, comme ce critère de l'innovation qui n'est pas mature ou qui est trop chère. Je pense que le critère du prix doit être exclu dans la transition. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'aider les énergies et les innovations à arriver à maturation. L'exemple de l'énergie thermique des mers, on l'a découverte en 1920, cette énergie-là. Mais les politiques n'ont jamais choisi d'investir sur cette énergie-là. Donc il y a un moment, effectivement, il faut faire le choix, la décision politique, puisque notre débat il est politique, de dire oui, j'investis, j'aide ces énergies-là,
Et même la même chose avec les navires du futur. Il y a plein de solutions pour réduire les impacts du changement des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime qui ne voient pas le jour parce qu'on ne fait pas les choix politiques de soutenir les derniers mètres qui permettent à une innovation d'aboutir. Donc je pense que c'est vraiment important, si on veut accélérer le changement, de dire à un moment que le kilowattheure il soit à 46 €. Alors moi là, par contre, j'ai pas du tout la compétence de Jean-François Carinco globalement sur le sujet de l'énergie. Donc je dis ça avec à la fois beaucoup de naïveté, mais voilà. Mais Jean-François, est-ce que tu peux répondre à Catherine, surtout sur la question des choix politiques? Puis on en revient cycliquement sur la même question. C'est-à-dire que depuis 30 ans, que ça soit un gouvernement de gauche, de droite, peu importe, ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. Oui, ça fait 30 ans que c'est la même histoire. C'est la même histoire. D'abord, je suis un petit peu d'accord, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit que c'est plus cher qu'on dit qu'il ne faut pas le faire. Ouais. On dit faisons-le en conscience. Faisons-le en conscience. Les choses ont un coût. Moi, je suis très fier qu'on dépense de l'énergie par l'hydrogène, et on va faire du renouvelable garanti du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis très fier. Et ça a un coût, ça vaut 350, bon, par exemple, 280. Donc faisons-le en conscience. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Deuxièmement, je crois qu'il faut laisser, je l'ai dit tout à l'heure, avancer quand même la science. Parce qu'un mot quand même, c'est quoi l'énergie des mers? De quoi on parle? On parle de l'éolien posé, je parle flottant, l'éolien en mer, de l'éolien offshore. On parle de l'éolien posé, de l'éolien flottant. On peut parler de l'hydrolienne, on peut parler des usines marémotrices, on peut parler de la force houlomotrice, on peut parler de l'énergie technique des mers, on peut parler d'un mot, je ne sais pas comment on dit en français, qu'on dit SWAC. Le SWAC, c'est un système où le froid est produit et puis on puise l'eau simplement. Et puis on peut parler de faire de l'électricité ou du gaz avec les algues. Les algues, la méthanisation par les algues. Donc il y a des tas de techniques. Et vraisemblablement, il y en a d'autres qui émergent encore. Donc, oui, elles se développent toutes. Et François disait tout à l'heure, on a avancé sur toutes ces techniques qui n'existaient pas il y a 15 ans. Partout, on a des démonstrateurs. Partout, il y a des process qui visent à soutenir ces choses. Il y a des choix à faire quand même, non? Pas à ce stade. Pas forcément. Je crois pas à ce stade, je crois pas. Il y a un choix à faire, me semble-t-il, je le redis, c'est la planification. Ce que disait Catherine sur les récifs pour les éoliennes en mer. D'accord. C'est une évidence quand on le dit comme ça. N'empêche qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a un gap où pendant un certain temps, ça ne joue pas ce rôle-là, ça joue un rôle plutôt négatif pour les pêcheurs. Mais après, on sait que ça va jouer un rôle positif. Et on n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas. Je redis, on se met autour de la table, on ne s'engueule pas et on planifie. D'accord. Alors, il y a quand même des expériences, tu connais mieux que d'autres l'outre-mer, mais il y a certains départements où il y a des expériences qui se font. On sait que en Polynésie, avec la pêche, il y a des manières de gérer différemment qu'ailleurs dans le monde. Il y a chacun, parce qu'il y a aussi peut-être des cultures locales, des pratiques, des histoires, on arrive à peut-être, non pas généraliser, mais en tout cas prendre en compte des expériences différentes. Est-ce qu'on les entend, ces expériences différentes? Oui. Mais la Polynésie, pour moi, c'est, en dehors de 3 îles, c'est juste du fossile, c'est des moteurs à pétrole. C'est ça le vrai problème de la Polynésie. Alors après, on peut dire, tiens, je fais telle expérience. Mais d'abord, je vais y aller. On a commencé à discuter avec le gouvernement polynésien pour dire, est-ce que ça ne serait pas bien que même s'ils sont que 80 sur leur île, on sorte de la TAC à pétrole. Et voilà, donc je redis, planification, tout remonte, tout revient. Mais le problème est tellement urgent qu'il faut arriver à concilier, fort et puissant, qu'il faut arriver à concilier l'innovation qui suppose un peu de liberté, de croire aux expériences, puis de savoir attendre un peu le temps. Et puis, il nous faut des choses massives. Sur le problème du photovoltaïque, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent on va mettre du photovoltaïque sur les toits, et ça sera très bien.
Mais par contre, je pense que si on mettait des photovoltaïques sur les aéroports qui ne servent plus à rien, ça serait encore mieux. Hein. Donc est-ce qu'on plafonne le champ de photovoltaïque? La Creuse s'est battue pendant 3 ans pour déplafonner ce qui était plafonné. Je ne sais pas pourquoi, c'était historique, et on ne change rien. Donc ça, c'est des combats. Mais c'est chaque fois des combats où le politique ne peut pas être tout seul. C'est un combat où les chercheurs sont avec les politiques, les élus locaux sont avec le gouvernement. Les citoyens, surtout les gens, la population quand même. Non, oui, mais les citoyens, il y a aussi les élus locaux, il y a la population. Mais est-ce qu'on peut faire contre les gens? Non, non, on ne peut pas faire. On le voit bien avec l'énergie renouvelable. On ne peut pas leur faire des hydroliennes, on ne peut pas leur faire des éoliennes, on ne peut pas leur faire ça. Mais il y a des gens qui font. Ce que je veux dire, c'est que il faut trouver le passage. Je ne crois pas du tout à l'idée que tout le monde peut tout inventer tout seul. Hein. C'est des choses extrêmement lourdes, extrêmement techniques, extrêmement chères. Ce qu'il faut, c'est convaincre. Le vrai sujet de la population, des citoyens, c'est qu'ils soient convaincus et qu'eux-mêmes arrivent à convaincre leurs décideurs. Mais c'est ensemble, je veux dire. Mais à un moment donné, il y a quand même un acte et un acteur. C'est pas juste on défile, je suis désolé. Il faut poser des photovoltaïques sur 50 hectares d'un coup. Voilà. D'abord, il va falloir y trouver 50 hectares. Hein. Tout le monde va hurler à la mort. Voilà, bon. Mais c'est ça le vrai sujet. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que je défends cette idée, il peut paraître un peu jacobin, mais cette idée qu'à un moment donné, il faut y aller. Aujourd'hui, le jacobinisme, il est européen. Hein. C'est des débats incroyables. Il y a un vrai jacobinisme européen, à l'Agence de coopération sur l'énergie, à la Commission, etc. Mais moi, je l'accepte parce que sinon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mon souci, c'est d'y arriver. C'est d'arrêter d'émettre du CO2. C'est vraiment ça le sujet. Le reste... Alors, on arrive à un point du débat où peut-être c'est intéressant d'entendre les questions et on va prolonger vos interventions peut-être en rapport avec des questions de la salle. Si on a un peu de lumière, ce serait fantastique. Eh bien voilà, la lumière arrive. Et ça fait déjà 1h15 qu'on parle, mine de rien. Donc si on se donne une possibilité d'une demi-heure de conversation, eh bien on y va. Donc, déjà, est-ce qu'il y a un micro quelque part? Ah, madame, peut-être, oui, c'est une bonne idée. Voilà. Et on se donne un petit moment de dialogue et de conversation. On a des dispositifs Covid. Donc, d'accord. Les préparer 2 secondes. Dans ce cas, il faut vous lever, si c'est possible. Il faut un micro. C'est arrivé très promptement. Non, c'est pas. Je pense que je n'ai pas saisi dans vos interventions ce qu'était vraiment le choix politique. Oui. Ça me manque, ça m'interpelle. Parce que pour moi, la politique, ce n'est pas simplement planifier. Ça, c'est après. C'est d'abord connaître Qu'est-ce qu'on décide, les priorités. Et je ne saisis pas les priorités. C'est vrai que l'océan, c'est une interaction. Et que quand on agit sur une chose, il y a évidemment des conséquences sur une autre. Mais malgré tout, justement, parce que c'est l'océan, il faut savoir sous quel angle, en priorité, agir. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est justement, ça m'a beaucoup interpellée, l'intervention de monsieur. Monsieur Carinco. Oui, parce que pour moi, c'est symptomatique d'une société qui vise l'innovation comme un culte. Donc, on va brasser toutes les innovations, il s'agit de planifier et ça va très bien. Ça, c'est pour moi une absurdité. Bon, au moins les choses sont dites, c'est clair, c'est cash. Peut-être Jean-François Carinco peut répondre. J'aurais pu vous dire que le premier sujet, c'est de diminuer la consommation d'électricité. Ce n'est pas le débat. Non. Le sujet, je l'ai dit, c'est de baisser le CO2. C'est pour moi la priorité. Mon secteur, c'est l'énergie. Donc sobriété écologique. Sobriété. J'emploie les mots réels, j'emploie pas de non, mais la sobriété, tout le monde comprend. Baisser, mais tout le monde comprend, baisser le CO2. Pour ça, ça veut dire 2 choses dans mon esprit, c'est ce qu'on essaye de faire. Baisser la consommation d'énergie, c'est clair. Et deuxièmement, produire
chercher à produire par des choses qui ont une empreinte environnementale zéro, c'est les renouvelables. C'est ça que la priorité, elle est clairement définie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Alors après, je pense que pour aller faire ceci, il vaut mieux faire un peu de recherche parce qu'on n'y arrivera pas sinon à baisser le CO2. On n'y arrivera pas. La preuve, on baisse trop doucement. Trop doucement. Donc il nous faut trouver des systèmes de production énergétique, et la mer est possible, qui font que on baisse, c'est la priorité absolue, absolue. Et donc, si on veut y arriver, il faut prendre des décisions, et ces décisions, elles seront effectives si elles sont partagées. Gilles Vincent, est-ce que sur la question de Madame, vous avez une réponse qui pourrait compléter celle de Jean-François Carenco? Alors, moi, je vous donne raison, Madame, très simplement, parce que je reviens au niveau local, hein, je ne connais que ça. On se pose toujours la même question. Depuis 25 ans, on a eu des planifications. On n'est jamais arrivé à avoir un résultat tangible. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'à la fin, nos administrés se disent, ils ont bien travaillé en 25 ans, voilà ce sur quoi on a avancé. Donc, je ne vais pas vous parler de SRADET et de plans régionaux. Personne n'y comprend rien, nous les beaux premiers. Nous les beaux premiers. Nous, ce qu'on veut, très simplement, c'est qu'on ait des moyens, alors qu'ils soient planifiés au niveau européen, au niveau français, ça nous est égal, mais qu'on nous donne des moyens pour assumer nos responsabilités. Et c'est quoi la responsabilité d'un élu local? C'est tout simplement que vous puissiez vivre dans un cadre de vie qui soit le meilleur possible et que nos enfants demain puissent connaître ce que nous on a vécu, c'est-à-dire notre Méditerranée comme moi je l'ai vécu quand j'avais 12 ans. Je suis né au Mourillon, hein, les pieds dans l'eau. Donc voilà, et c'est ça notre devoir, nous les élus. Et quand on se voit arriver les différentes planifications qui nous viennent de l'Europe, qui nous viennent de l'État, qui nous viennent de la région, on sait très bien qu'à la fin, chaque ministre qui va arriver va essayer de sortir sa loi. Derrière, il y aura des planifications et qu'en final, quand le ministre sera parti, il y en a un autre qui viendra, il y aura une autre planification. Mais en final, ce sont vous, les habitants, vous, nos administrés, qui viendraient nous dire vous n'avez pas fait votre travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se dit, quelles que soient les planifications, on fonce. Catherine, tu voulais rajouter quelque chose sur la sur question de Madame, hein, sur les deux questions de Madame. D'abord, sur la question des priorités. Moi, je suis absolument convaincue que c'est tout le sens de ce sur quoi on a travaillé pendant des années. Et c'est le Grenelle de la mer qui me l'a vraiment appris. C'est de la co-construction. La co-construction. C'est-à-dire qu'avant de définir des priorités, il faut qu'on les définisse ensemble. C'est bien ça la démocratie. Je crois... Mais après, il faut décider. Oui, il faut trancher, c'est ça. Mais laissez-moi finir. Pardonnez-moi, laissez-moi finir, si je peux me permettre. Il y a des lieux, il y a eu des lieux de concertation, et en fait, depuis 20 ans, surtout depuis 10 ans, on fait énormément de concertation. On en a fait au moment du Grenelle de l'environnement, du Grenelle de la mer, etc. Et même les aires marines protégées sont des lieux de co-construction puisqu'elles sont gérées. On les a faites, et les aires, c'est un outil de co-gestion où on met autour de la table les uns et les autres. Après, il faut prendre une décision et définir les priorités, mais des priorités qui auront été co-construites. C'est tout le jeu de la planification, le travail de planification. Moi, c'est moi qui l'ai initié, qui ai eu à démarrer ce travail-là au niveau français. Alors, je sais qu'il a du mal à émerger parce qu'il y a des réticences, mais on ne fera rien sans d'abord ce dialogue. Je suis désolée, c'est ça qui rend les choses plus... Le problème n'est pas le dialogue. Le problème est de savoir si vous êtes une personne politique, le dialogue, vous le construisez. Évidemment, puisque nous sommes en démocratie. Donc, votre action, elle doit être non pas autoritaire, mais éclairée
à droite et à gauche, c'est sûr. Mais ma question ne pose... On a bien entendu, madame. On l'a bien entendu. On l'a bien entendu. Voilà. Peut-être essayons d'élargir un peu le sujet, pas le questionnement. Là-bas, il y avait une... Désolé, il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. En attendant que Monsieur Alors moi, Monsieur, n'hésitez pas. Vous m'entendez là? Oui. Moi, j'ai deux questions. Une question très générale. Alors que, bon, on a parlé niveau Europe. Si je regarde l'Europe, alors je ne parle pas des territoires ultramarins, qui sont loin quand même. L'Europe, elle est baignée par l'océan Atlantique, disons la mer du Nord, une mer fermée que je connais bien, enfin que je connais mieux, qui est la Méditerranée, et qui est particulièrement polluée. Je voulais savoir si au niveau européen, il y avait un projet spécifique concernant la protection et l'amélioration de la Méditerranée au sens large, sachant qu'au nord, c'est l'Europe, au sud, c'est l'Afrique, et à l'est, c'est, on va dire, l'Asie, le Moyen-Orient. Donc, ça me paraît un sujet compliqué. Deuxième question, beaucoup plus étroite, je reviens au plan local. Moi, je suis né à Toulon. Quand j'étais gosse, bon, je suis né à la fin des années 40, il y avait eu la catastrophe qu'on connaît bien pendant la Deuxième Guerre, ici à Toulon, qui était le sabordage de la flotte. On m'a toujours expliqué, quand j'étais môme, que les fonds marins de la rade étaient pourris. Je voulais savoir, et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle, d'ailleurs, on n'entend plus parler de rien. Alors là, hier, j'ai entendu un mytiliculteur qui disait « pas de souci », la marine nationale qui était là, représentée par le préfet maritime, qui disait « il n'y a pas de souci, les moules de Tamari se servent d'avertisseurs ». Je vois que c'est pas mal, c'est bien, c'est technique, c'est écologique, c'est tout ce qu'on veut. Mais je voulais savoir, moi j'ai toujours entendu dire que les fonds marins de la rade étaient une source de, comment dire, de pollution très sévère. Bon, aujourd'hui, c'est stabilisé, ça sédimente tranquillement dans son coin, et plus personne n'en parle. Okay. Alors, je voulais savoir quelle est votre réponse. Très bien. Peut-être, monsieur le maire, qui est le plus proche de la mer. Très simplement, sur l'état des fonds marins de la rade, je vous invite à aller sur Internet, sur le site de la métropole, contrat 2B de la rade de Toulon, où vous aurez toutes les études qui ont été faites, et notamment l'état sédimentaire de la rade de Toulon. J'expliquais à midi que dans l'analyse qui a été faite, on envoie avec forte pression un tube qui va rentrer dans les sédiments sur une hauteur qui peut être de 4 mètres. Et donc ensuite on fait des analyses de ces sédiments et on y retrouve, donc on est allé assez profond pour voir ce qui se passait sous Louis XIV dans la rade, mais ce qui s'est passé aussi sur le sabordage de la flotte de Toulon, où tous les bateaux, quand ils sont partis à l'eau, ont relargué le mercure, tous les métaux lourds. Et donc ça, ils y restent. Et c'est la raison pour laquelle, dès que quelqu'un fait des travaux dans la rade de Toulon, on intervient en demandant à ne pas trop remuer les sédiments pour ne pas remettre en suspicion tous ces métaux. Et quant aux moules, c'est très simple, hein, c'est la réglementation. C'est-à-dire que régulièrement, l'Ifremer vient collecter des poches de moules dans la rade de Toulon, en particulier sur la baie de Tamaris, que c'est analysé, qu'aujourd'hui, ça se passe à peu près 3 fois dans le mois. Ça, c'est pour qualifier l'état sanitaire des coquillages. Et 1 fois par an, on fait la mesure des métaux lourds dans ces coquillages. Vous savez qu'une moule... tout au long de l'année, elle va filtrer l'eau de mer et donc elle accumule des métaux lourds. Hein. Et donc il y a des normes européennes. Et tant qu'on ne dépasse pas ces normes européennes, on estime que la mytiliculture peut continuer dans la rade de Toulon. Alors sur ce donc point... manger des moules de tamaris et des huîtres, elles sont très bonnes. Et en plus, nous avons des producteurs qui ont obtenu une médaille d'or à Paris. Monsieur le maire, alors là, on a une spécialiste. Que les Bretons. On a une spécialiste des fonds marins qui pourra nous éclairer sur le sujet. Non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut voir que tout est relatif. C'est-à-dire que nous avons quand même aujourd'hui un institut Ifremer qui, en effet, fait le suivi de la qualité des eaux
de façon sérieuse, professionnelle, etc. Il faut simplement ne pas gratter le fond. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'avec les tempêtes, avec les événements extrêmes dus au changement climatique, ce genre de choses peut venir altérer cette évolution du milieu. Et là, pour l'instant, on n'a pas les moyens, pour l'instant encore, de pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer concrètement. Ce pourquoi, d'ailleurs, je pense que là, la recherche scientifique est en train d'envisager ce qu'on appelle le suivi à long terme de ce genre de fonds marins. Une troisième question. Sur la Méditerranée, on a globalement. Pardon? La première question de monsieur, on n'y a pas répondu. Tu vas, Catherine? Est-ce qu'il y a un plan Méditerranée? Ah oui, c'est ça, Catherine. Alors, moi, en tant que déléguée ministérielle, j'ai travaillé pendant 1 an sur le sujet. La ministre voulait sauver la Méditerranée et on avait constitué j'avais monté un groupe de travail avec toutes les parties prenantes, et y compris, on avait consulté, on a organisé plusieurs conférences. Bref, on a vraiment identifié les sources d'abord de pollution, qui sont majoritairement effectivement la grosse problématique des eaux usées sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et là, il y a dans le programme Horizon Europe, il y avait déjà dans le programme Horizon 2020, il y avait déjà des programmes pour mettre les stations d'épuration côté européen plus aux normes, parce qu'on n'est pas forcément aux normes partout, et puis aussi un programme de lutte contre les déchets. Et ça, c'est... Alors, je ne rentre pas dans le détail des différentes solutions. Il y avait des solutions de coopération, notamment entre des organismes comme notre ADEME en France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui coopère déjà avec, qui fait partie d'un réseau méditerranéen. On avait identifié vraiment beaucoup de solutions, y compris sur la réduction, le travail qu'on a réussi l'objectif de réduction des nappes de dégazage qu'on a réussi à maîtriser côté français, mais qui existe toujours côté méditerranéen, parce que les navires qui ne dégazent pas dans nos eaux territoriales françaises ou européennes vont dégazer dans le sud de la Méditerranée. Donc je ne dis pas du tout que tout est sous contrôle. Et en ce moment, l'Union européenne la Commission vient de sortir un rapport que connaît bien Françoise, puisque je crois que tu as été tu as contribué aussi, qui s'appelle la mission Océan en bonne santé, la mission Starfish 2030. Je vous invite à regarder et qui a un programme spécifique pour régénérer l'océan, alors qui concerne aussi bien la partie océanique des eaux européennes que les mers fermées, Méditerranée, Baltique. La Baltique est particulièrement polluée. C'est un vrai drame. Et voilà. Madame, vous avez levé le doigt depuis un moment. On va juste donner un micro à monsieur le préfet. Non, on en a un pour vous, un individuel, pour que vous puissiez enlever votre masque. Oui, il faut respecter un peu plus. D'accord. En tout cas, la question... Voilà. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai 3 questions, tellement le débat est important et intéressant. Alors, il y en a une qui est très terre-à-terre. C'est au sujet des plastiques non recyclables. Rapprochez votre micro. C'est au sujet des plastiques non recyclables. Quand je vais faire mes courses, très simplement, je ne parle même pas des grandes surfaces, je vais chez le petit producteur acheter mes légumes, il y a toujours uniquement des plastiques. Des plastiques, on ne sait pas quoi en faire quand on rentre à la maison. Voilà. Moi, je suis vraiment affolée. Alors, bien sûr, on peut amener, des fois, j'amène mes petits trucs en papier, bon, voilà. Bref, okay. C'est une quantité énorme. Vous avez tout ce qui est barquette individuelle. Avant, on achetait l'ananas. Maintenant, vous avez les ananas qui sont déjà tout préparés dans des petites boîtes. Les raisins, idem. Alors que ce sont des choses... Voilà. Ça m'interpelle. Et les bouteilles d'eau, vous avez les bouteilles d'eau entourées par qui sont en plastique, entourées par un plastique. Bon, ça, c'est... Je trouve, au contraire, qu'il y a de plus en plus de plastique utilisé. Donc ça, c'est votre première question. Première question. Bon, deuxième question, vous parliez de gaz vert tiré à partir des algues. Ma question est, c'est quand même pas un matériau inépuisable non plus, les algues. Alors, est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser pour gagner, pour produire de l'électricité? Troisième question, les hydroliennes. Il paraît que, bon, je ne suis pas spécialiste, donc qu'il faut quand même...
ça demande énormément d'énergie pour produire une hydrolienne. Donc il faut à peu près 4 ans pour équilibrer la production qui a été demandée en énergie pour arriver à une neutralité. Il faut 4 ans de fonctionnement de l'éolienne pour équilibrer l'énergie qui a été demandée pour la fabriquer. Donc voilà mes 3 questions. Très bien. Sur la première, M. Vincent, et Jean-François Carinco pour les 2 autres questions. Très vite, hein, quand vous allez dans un supermarché acheter de la viande, vous avez la barquette du dessous, c'est du Sagex, ça ne se recycle pas. Entre cette barquette et la viande, vous avez une éponge en plastique, elle ne se recycle pas. Et vous avez un film qui ferme le tout, ça ne se recycle pas. Donc le conseil, allez chez votre boucher, il va vous mettre la viande dans un papier de boucherie et vous aurez moins utilisé de plastique. Jean-François ? François ? Oui, si je peux me permettre, il y a quand même une loi anti-gaspillage qui a été votée, il faudrait quand même le rappeler, et il y a vraiment des avancées qui vont être faites. Et sur le sujet des déchets, comme sur toutes vos questions, moi j'invite vraiment à avoir une vision systémique, c'est-à-dire que la problématique, aussi bien même des algues et des hydroliennes, etc., il faut faire des analyses de cycle de vie partout. Et moi, je pense que l'Europe va bientôt interdire, enfin, il y a la directive cadre single-use plastique, hein, sac plastique à usage unique, qui va bientôt rentrer en application en janvier 2021. Ça sera interdit. Moi, je suis en train de travailler, je suis rapporteur sur un rapport d'initiative sur l'impact des déchets marins sur les poissons et sur les pêcheries. Je suis en train de demander la suppression carrément du polystyrène. La problématique qu'on a, c'est et puis aussi, et je ne suis pas la seule à le demander, à ce qu'on réduise le nombre de molécules de toutes les bouteilles plastiques, de tous les filets. Les filets plastiques, il y a une vingtaine de différentes... les filets de pêcheurs, il y a une vingtaine de différents matériaux, de différentes molécules qui servent à la fabrication de tout ça. Donc ça bouge. Mais pas au rythme. Donc c'est pour ça que les citoyens aussi ont leur responsabilité, leur acte d'achat à faire. Et comme le dit monsieur, peut-être privilégier votre boucher plutôt que la barquette du supermarché. Attendez, tout le monde ne parle pas en même temps. Bien sûr. Si tout le monde s'y met, je pense que y a un effet de porosité. Jean-François. Un mot sur les algues. Il ne s'agit pas de faire des usines que pour les algues. Il s'agit pour tout ce qui est méthanisation, on a un problème d'intrants. Et donc les algues sont un intrant parmi d'autres. Et donc ça peut être des ordures ménagères, ça peut être de la paille, ça peut être des trucs, des résidus d'élevage, ça peut être des déchets verts, ça peut être des algues. Donc c'est un problème. Le problème des intrants dans la méthanisation est un vrai sujet. Il y a une chose qu'on peut essayer d'éviter, c'est d'importer du bois en Guyane, par exemple. Hein, c'est des sujets auxquels on se bat, c'est contre... Tu peux baisser ton masque. Ça frise l'absence de bon sens. Donc vraiment, c'est un intrant parmi d'autres. Et tous les intrants sont bons à prendre. S'agissant des houlomoteurs, je ne suis pas un spécialiste, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup, sur l'hydrolien, il n'y a pas encore beaucoup de sujets réellement en place. Mais Françoise doit connaître ça mieux que moi, ou Catherine. On est en train de travailler, on progresse. On progresse, oui. Mais on sent quand même une envie, mais de l'impatience politique quand même. Hein. C'est de l'impatience face au changement climatique, mais... Voilà, chacun essaye d'aller. Moi, ce que je voudrais convaincre, c'est de mon discours, c'est qu'il n'y a pas que des méchants qui nous gouvernent, et j'en fais pas partie, je suis l'autorité indépendante. Il y a des gens qui se battent, qui essayent de le faire, mais c'est extrêmement compliqué parce que, alors certains disent c'est les lobbies, mais je suis d'accord, tout le monde est lobby de quelque chose. Hein, tout le monde est lobby de quelque chose. Voilà, sur chaque chose, il y a une difficulté. Il y a une difficulté sur chaque chose. Supprimer les plastiques, moi j'ai l'impression que ça a été décidé déjà 10 fois. Or on s'aperçoit qu'en réalité, il y a toujours une porte ouverte qui fait qu'on ne le fait pas. C'est vrai que on en revient quand même aux lobbies qui sont en embuscade, on en revient quand même à ces questions des prédateurs. Le lobby, ça existe, enfin. Non mais il y a des résistances.
Mais les lobbies sont parfois, je veux dire, le lobby, ça, on a l'impression que c'est toujours le méchant prédateur. C'est pas le Mais méchant, c'est simplement mais on sent qu'ils peut-être sont en embuscade. En embuscade, le petit patron qui défend son salarié, que sinon il le vire. Bien sûr, Voilà, donc c'est pas non plus, c'est un état de mode sociétal qu'il nous faut changer. Il n'y a Allez, pas que des méchants. On continue les questions quand même, parce que c'est à la salle de parler. Madame. Oui, je voudrais savoir pourquoi on ne laisserait pas un ministère de l'écologie permanent dans une relation de conseil. Lorsque les gouvernements changent, le ministère de l'écologie resterait. C'est-à-dire, en gros, plutôt que de dire on planifie et puis lorsqu'on change de gouvernement, mais cette planification est caduque parce que le nouveau ministre a d'autres priorités, laissons cette relation de conseil permanente. L'écologie est primordiale. Et je suis tout à fait d'accord avec madame, le plastique, on en est envahi, il n'y a pas de mesure. Quand vous allez sur le marché du Mourillon, monsieur, la dame vous dit « Ah, mais moi, je vous donne des sacs plastiques parce que vous comprenez, les gens, ils viennent passer avec leur sac et pour leur faire plaisir, je donne du plastique. » Et c'est vrai, moi, je ramasse le plastique sur les plages. On est envahi de plastique. Les mesures sont prises, mais dans la réalité, sur les plages, il y en a partout. Voilà. OK. Il y avait une autre question. Oui, une question à ma gauche, là-haut. Est-ce qu'il y a un micro tout près ? Je voudrais juste te dire sur les marchés, moi en Anjou, il n'y a plus du tout de sacs plastiques aux pardon, caisses. Pardon. Je désignais du doigt une personne qui posait la question. Oui, c'est madame, là. Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport à l'éducation des enfants. Il y a beaucoup d'actions locales, alors notamment sur Saint-Mandrier, sur la métropole, qui sont faites pour sensibiliser les enfants, et c'est tant mieux. Et donc, je m'adresse plus peut-être à Madame la députée par rapport à l'Europe. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques sur... je sais qu'ils apprennent des choses, ils savent peut-être un peu plus que nous et que nos propres enfants, enfin, les miens sont grands. Mais est-ce qu'il y a, au niveau de l'Europe, des programmes spécifiques pour éduquer les jeunes enfants, enfin, quelque chose de vraiment concret qui est fait ou qui va être fait ou qui va être peut-être renforcé ? Moi, je voudrais juste te dire déjà qu'au niveau local, régional, national, des programmes pédagogiques pour sensibiliser, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plein de gamins. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait des programmes pédagogiques pour les adultes, pour les parents, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et regardez, nos enfants bougent quand même vraiment sur ces sujets-là. Pour répondre concrètement à votre question, oui, il y a des programmes. Alors, les programmes de sensibilisation, ils existent, c'est plutôt des programmes nationaux. Au niveau européen, il y a des grands programmes dans le cadre de la mission Océan. Il est effectivement prévu d'avoir des grands programmes de sensibilisation pour les enfants. Mais il y a aussi des actions. Dans un mois, il y aura le départ du Vendée Globe. Je peux vous dire, moi, j'ai créé des programmes pédagogiques sur le Vendée Globe il y a 20 ans de ça. Aujourd'hui, il y en a plein. Et tous ces programmes-là, il y a aujourd'hui beaucoup d'écoles. Moi, je le vois, toutes les écoles ont des programmes pédagogiques sur l'environnement, sur le développement durable, y compris. Et l'océan, ça commence à venir. Donc moi, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des programmes pédagogiques pour les adultes. Parce qu'il y en a, il y en a un peu moins dans les collèges et les lycées. Et là, je pense qu'on a encore un petit boulot à faire de ce point de vue-là. Et les étudiants aussi, je pense. Mais malgré tout, je pense que c'est notre génération qui doit bouger aussi beaucoup. Hein. Alors, je vois pas très... Oui, monsieur... Non, derrière, là. Derrière, s'il vous plaît. Chacun son tour. Voilà. On se donne encore 5 minutes. Moi, j'avais une question par rapport au fait que l'océan soit pensé à nouveau comme une ressource. Donc, effectivement, notre Terre a déjà été largement exploitée en tant que ressource. Donc, effectivement, on reproduira sensiblement la même chose au niveau des océans. Donc, certes, il faut faire baisser le CO2, c'est inévitable. Moi, je suis bien d'accord sur le fait qu'il faut être dans l'éducatif avec les adultes aussi, parce que l'enfant doit porter effectivement beaucoup de petites graines de pensée à la famille, mais ça ne suffit pas. Mais ma question, elle est plutôt par rapport aussi aux droits du vivant dans les océans.
Par exemple, à Toulon, il y a eu pendant 3 années successives à la fac de droit des thématiques sur le droit des animaux. Donc aujourd'hui, le droit des animaux domestiques, considérés comme des droits, comme des êtres sensibles, commence à être pris en compte dans le droit, même s'il reste encore des meubles au niveau du sens de la loi. Mais au niveau des droits des animaux sauvages, ou comme le sont les animaux aquatiques, ou les cétacés ou les poissons, finalement n'est pas pris en compte. C'est une ressource à exploiter, sans considérer la sensibilité, le fait... voilà. Donc effectivement, on peut imaginer que ça va se redensifier dans certains endroits si on remet des coraux ou des choses qui permettront à la vie de se régénérer, mais finalement sans prise de conscience d'une quelconque existence en tant qu'être vivant. Alors là, c'est intéressant peut-être de donner la parole à Françoise, simplement parce qu'elle a évoqué déjà hier, mais aussi dans des articles de presse, la difficulté de comprendre le mystère marin. C'est-à-dire qu'en fait, parlons de la mort des cétacés, on ne sait pas d'où ça vient. On n'a pas l'origine, on n'a pas d'explication. Et on a le sentiment que les chercheurs dont vous faites partie sont eux-mêmes dans la frustration permanente. Alors, est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question d'évolution très rapide de la biosphère? Qu'est-ce qui se passe exactement pour en arriver à de tels états Oui, il y a 2 questions. Il y a pour les cétacés, le fait qu'on ne sache pas expliquer vraiment pour leur comportement vient du manque d'investissement dans la recherche de ce domaine-là. Donc du manque d'argent? Indirectement, oui. C'est-à-dire que ça n'est pas... C'est trop gentil, quoi. Enfin, ceux qui travaillent sur les mammifères marins, c'est des bons sentiments, c'est comme ça que les scientifiques le voient, plus que d'une vraie recherche académique, ce qu'on appelle costaud, etc. Donc ça, c'est en train de changer, c'est-à-dire que l'image de ceux qui travaillent sur le comportement des animaux devient maintenant raisonnable et on peut le considérer comme un vrai sujet de recherche, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que vous soulignez, madame, c'est le fait qu'il y a des États, comme la Nouvelle-Zélande par exemple, qui ont eu une évolution de leurs droits conduisant à la reconnaissance soit d'une rivière comme une personne non humaine, soit d'animaux particuliers comme étant en Amérique centrale. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui est extrêmement intéressant pour nous parce qu'on a commencé à en débattre au niveau des Nations Unies par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la gouvernance de la haute mer. C'est fou. Parce que quand on a commencé à parler de ça, il est évident que pour la pêche, un des premiers arguments, c'est de dire c'est une ressource, le poisson. Ça n'est pas autre chose. Et là, on s'est écharpé. Ça a été vraiment très, très violent. Et finalement, cette négociation qui devait au départ intégrer l'ensemble du vivant dans la biosphère océanique, a été exclu de la négociation parce que nous avions des juridictions particulières, des organisations régionales de pêche qui, dans la philosophie des Nations Unies, revendiquaient leur responsabilité par rapport à ce thème-là du poisson et que donc, ça n'était pas à une autre juridiction qu'on était en train de construire et qui n'existait pas, de parler de ce genre de choses. Donc ça, il y a un vrai problème au niveau des Nations Unies par rapport à ça. Alors on peut comprendre que pour les Nations Unies, par exemple, on ne va pas refaire la Lune tous les jours. Donc on va s'appuyer sur ce qui a été fait, c'est le résultat de négociations de 10 ans, la temporalité pour obtenir un accord, c'est entre 10 et 25 ans. Bon, donc ok. Pour les fonds marins dont on a parlé tout à l'heure, il y a une entité, il y a une entité qu'on appelle l'AIFM qui est chargée de faire de la négociation entre États et avec les parties prenantes. Bon, mais pour l'océan dont j'ai parlé, la centrale, qui n'est pas encore juridiquement reconnue, il n'y a rien. Et finalement, qu'est-ce qui se passe là?
c'est que, alors, on met de côté tout ce qui est le transport maritime à la surface de l'océan, parce qu'il y a une organisation qui s'appelle l'OMI. On met de côté tout ce qui est le fond des océans, puisqu'il y a une autre organisation qui s'appelle l'AIFM. On met de côté les pêcheurs avec leurs poissons, parce qu'il y a des organisations régionales, la FAO. Bon, et bien, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, finalement, on est un peu étriqué dans le type de négociation qu'on est obligé de mener. Voilà, donc ça, c'est un de mes énervements actuels. Oui, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Une dernière question, et puis on va laisser la salle pour la préparation du spectacle de ce soir. Je crois qu'il y avait une question qui était en attente, mais je ne les vois pas dans la salle. Oui, devant, juste là, monsieur. Prenez le micro. Bonjour, je m'adresse à monsieur le député. Monsieur le député, tout à l'heure, parlait sur le CO2. On vous entend assez mal. Alors, je vais parler à monsieur le député qui tout à l'heure parlait du CO2. Vous veut diminuer le CO2. Où en est la taxe carbone? Alors voilà, au moins la taxe carbone, vous connaissez? D'abord, je ne suis pas député, mais je vais vous dire, ma fierté, c'est d'avoir, avec Jean-Louis Borloo, inventé la taxe carbone aux frontières. Elle avait été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat. À l'unanimité. Pour des raisons que je ne partage pas, le Conseil constitutionnel a cru à l'époque que ce n'était pas bien et a déclaré cette taxe inconstitutionnelle. C'était en 2010. Imaginez ce que serait l'état de nos débats. Et le président de la République d'alors n'a pas souhaité, il voulait une petite modification. C'était un truc de... Enfin, je ne veux pas qualifier ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. C'est pas bien pour un fonctionnaire comme moi, mais... Imaginez que l'état de nos débats actuels si on avait eu une vraie taxe carbone aux frontières à ce moment-là. Le président de la République, avec Jean-Louis Borloo, on lui a dit allez-y, reprenez, on modifie un peu, on bidouille un peu le truc et ça repasse. Et voilà, ça s'est arrêté. C'est Madame la députée européenne. Alors maintenant, on parle d'un truc au niveau européen, oui. Ça va peut-être repartir. Là, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Mais de temps en temps, je rêve qu'on ait été... successful, comme on dit en provençal. Ouais. Hein, c'est des trucs étonnants. Mais juste, puisque j'ai la parole une dernière fois, moi, ce que je plaide, c'est qu'il faut être fier de ce qu'on a réussi. On parlait des étendues marines. Hein, les étendues marines, les aires marines protégées, c'est une réussite considérable, ce qu'on a fait. C'est bien. L'extension des parcs nationaux, c'est bien. Hein, il y a des choses qui... On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, depuis 15 ans? Mais regardez l'évolution de ce qui s'est passé sur le photovoltaïque, sur l'éolien à terre. C'est bien. Donc voilà, je dis, rassemblons-nous. Et puis quand on fait une couillonnade, comme ça s'est passé sur la taxe carbone, il faut le dire. Mais là, personne ne dit plus rien, mais on a passé la balle au niveau européen. Juste un tout petit mot, Catherine. Un petit mot, tu voulais compléter, je crois, non? Mais juste un mot. Oui, juste pour compléter, effectivement, j'avais zappé cette histoire. Et quel dommage! Mais on est en train de reconstruire, de travailler dessus avec non pas une taxe carbone, mais un mécanisme carbone aux frontières. Alors ne me demandez pas en quoi ça change, mais ça revient au même. Ouais. L'idée, c'est de taxer nos importations sur leur impact carbone. Ce qu'on n'est pas en train de faire, et en revanche, moi je revendique beaucoup de le faire, c'est aussi de taxer le transport, quel qu'il soit. Enfin, sur nos navires, comme les containers sont nombreux, la marchandise, si on ramène à la tonne de transportée de CO2, c'est ridicule l'impact carbone. Mais il faudrait revaloriser malgré tout l'impact carbone, non seulement du transport, mais aussi l'analyse de cycle de vie du produit lui-même. Où est-ce qu'il a été fabriqué, dans quelles conditions et environnementales et sociales, etc. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir pris du temps. Et on peut peut-être les applaudir, nos intervenants.